vous franchissez des portes dorées et entrez dans le plus magnifique palais de tout le royaume de Christrizen. Sous vos pieds, les sols de marbre scintillent tels des miroirs, reflétant les flammes dansantes de 1000 bougies qui projettent leur lumière dorée sur les murs ornés de précieuses tapisseries orientales. Le doux bruissement des robes de soie murmure des promesses de richesse et de pouvoir indicibles tandis que les dames de la cour défilent telles des esprits éthérés. Leurs doigts ornés de joyaux parcourent des surfaces valant plus que des royaumes entiers. L'air scintille d'une magie presque magique, chargé du poids des siècles, chargé du parfum des roses et des ambres, vibrant de l'électricité du pouvoir absolu. Ça y est, pensez-vous. C'est le conte de fées devenu réalité. Le livre d'histoire prend vie. Vous respirez profondément, prêt à emplir vos poumons de l'essence de la magnificence royale. Et puis, ça vous frappe. Cette odeur. Un doux parfum griffu qui tente désespérément de masquer quelque chose de bien plus humain. Vos yeux se mettent à pleurer légèrement tandis que la réalité derrière le fantasme s'infiltre dans votre conscience comme du poison à travers la soie. Il ne s'agit pas du conte de fées aseptisé des films Disney ou des drames romantiques d'époque. Nous sommes dans le monde authentique de la royauté médiévale et de la Renaissance, où, sous ses couronnes ornées de joyaux et ses robes magnifiques, se cachaient des pratiques d'hygiène qui feraient plier en deux un homme moderne. La femme qui s'approche de vous, vêtue de plusieurs couches de brocart doré, les manches dégoulinantes de perles grosses comme des œufs de rouge-gorge, pourrait bien diriger un empire qui s'étend sur plusieurs continents, mais elle ne sait pas laver correctement depuis des mois. Le gentilhomme s'inclinant devant elle avec une grâce si exquise et si courtoise contrôle le destin des nations, commande des armées capables de raser des villes. Pourtant, son corps sale abrite suffisamment de poux pour peupler un petit village. La dame d'honneur, détournant les yeux avec une telle pudeur qu'elle s'efforce de ne pas respirer par le nez, car le souffle de la reine pourrait abattre un cheval à 20 pas. Bienvenue à la véritable cour royale, où le pouvoir était absolu mais le savon était facultatif, où le droit divin signifiait ne jamais avoir à dire que vous étiez désolé pour votre odeur corporelle et où l'expression propreté proche de la piété était considérée non seulement comme fausse mais dangereusement hérétique. Vous venez d'entrer dans un monde où les femmes les plus puissantes de la Terre vivaient dans des conditions de saleté personnelle qui horrifieraient un refuge pour sans-abri moderne, où les routines de beauté empoisonnaient littéralement la beauté et où la poursuite de l'élégance royale créait des monuments ambulants à la souffrance humaine qui stupéfient l'imagination. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Premièrement, le rituel du bain mensuel. Nous sommes en 1580 et vous êtes serviteur à la cour de la reine Elisabeth IR. L'aube se lève sur le palais de Greenwich tandis que vous recevez la tâche la plus redoutée de toute l'Angleterre, préparer le bain mensuel de Sa Majesté. Oui, mensuel. La femme la plus puissante du monde connu, dotée de trésors à même d'acheter des nations, se baignait à peine une fois par mois. Les experts médicaux considéraient même cette fréquence comme dangereusement excessive. 20 domestiques transportent seau après seau d'eau des cuisines où des incendies font rage depuis minuit. La cuve en bois, tel un instrument de torture médiévale, est doublée d'un lin fin pour éviter que des échardes ne transpercent la chair royale. Mais c'est là que commence la véritable horreur. Élisabeth appliquait quotidiennement de la suce vénitienne, un blanchisseur de peau à base de plomb, sans retirer les précédentes applications. Tandis que vous aidez la reine à se déshabiller, l'ampleur du phénomène devient évidente. Son visage est un patchwork de peinture blanche craquelée et écaillée, superposée en véritables couches. Des strates géologiques de vanité et de poison. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle devient immédiatement trouble, comme le maquillage accumulé pendant des mois. La sueur et la crasse se dissolvent. Le maquillage à base de plomb se détache en nappe, comme la peinture qui s'écaille sur les vieux bâtiments. L'odeur qui s'élevait de cette baignoire était indescriptible. Une odeur métallique de plomb mêlée à des cosmétiques à base de vinaigre, déposés sur des sécrétions humaines vieilles de plusieurs mois. Le tout réchauffant pour créer une agression irrésistible capable de faire tomber un homme adulte.
vous devez rester debout à servir votre reine, l'estomac noué et les yeux larmoyants, regardant les peaux mortes se détacher en flocons gris mêlés à des résidus de plomb blanc et à des taches brunes de crasse accumulées. Élisabeth I, comme presque tous les nobles et membres de la famille royale du continent, utilisait la suze vénitienne, un mélange de vinaigre, d'eau et de céruse. Mais l'horreur n'était pas l'épaisseur, mais la consistance et l'accumulation. Chaque matin, un nouveau poison recouvrait l'ancien, créant un masque de toxicité toujours plus épais. Marie-Antoinette transformait ses bains mensuels en représentations théâtrales. La reine de France se baignait dans une longue robe de lin, entourée de serviteurs et de courtisans, et prenait parfois son petit déjeuner assise dans la baignoire. Imaginez la reine de France se baignant dans ses propres souillures tandis que les nobles discutaient poliment et qu'elle grignotait délicatement des pâtisseries. L'impact psychologique fut dévastateur. Ces femmes commandaient des armées tandis que leur peau était parcourue de démangeaisons constantes. Pas une peau normale et non lavée, mais des sensations intenses et exaspérantes de toxines accumulées pénétrant leurs pores. Le cuir chevelu d'Élisabeth était un cauchemar de sébum, de peau morte et de résidus de coiffure. Le plomb provoquait une perte de cheveux, nécessitant le port de perruques sophistiquées qui aggravait les problèmes. Le plus déchirant était la façon dont ces reines conservaient leur dignité tout en macérant dans la crasse. Elles tenaient leur cour tout en luttant contre l'envie de se gratter, prenaient des décisions de vie ou de mort malgré un inconfort physique constant, et se présentaient comme des représentantes divines tout en s'empoisonnant lentement à la poursuite d'impossibles canons de beauté. Deuxièmement, le cauchemar du maquillage de plomb. Approchez-vous d'Élisabeth I et de ses appartements privés, et la véritable horreur devient évidente. Son visage peint d'un blanc neigeux n'est pas seulement dû au maquillage. C'est un masque mortuaire appliqué chaque matin sur la couche de la veille et des semaines précédentes. La routine matinale de la reine était un rituel de suicide lent. Elle se réveilla avec la peinture au plomb de la veille, craquelée et écaillée comme de la boue séchée. Les dames de compagnie s'approchaient avec un mélange frais de vinaigre, d'eau et de céruse, mais elles ne lavaient pas les anciennes couches au préalable. L'eau et le lavage étaient considérés comme dangereux. Elles préféraient appliquer du poison frais sur l'ancien, créant un masque de plus en plus épais. Élisabeth I, comme presque tous les nobles et membres de la famille royale du continent, utilisait la suze vénitienne, un mélange de vinaigre, d'eau et de céruse. Le plomb s'infiltrait à travers la peau jour après jour, année après année, provoquant sautes d'humeur, troubles de la mémoire et comportements erratiques. Cortier remarqua que son humeur devenait instable, qu'elle oubliait des conversations au milieu d'une phrase. Ils attribuèrent cela aux pressions exercées par le pouvoir, sans jamais se rendre compte que leur reine s'empoisonnait pour une pâleur parfaite. L'odeur à elle seule submergeait les sens. Le plomb dégage une odeur métallique caractéristique, mêlée à une base de vinaigre et à des huiles accumulées en dessous. Pour converser avec la reine, il fallait respirer par la bouche pour éviter les hauts-le-cœur. Les effets psychologiques étaient tout aussi dévastateurs. L'intoxication au plomb provoque paranoïa, perte de mémoire et accès de colère soudain dont les courtisans sont témoins sans pouvoir les comprendre. Ces effets physiques créent un cercle vicieux. Le plomb provoque la chute des cheveux, nécessitant des perruques de plus en plus élaborées. Il grisonne et plisse la peau, exigeant des applications plus épaisses pour masquer les dommages. Il carie les dents et donne une haleine si fétide que les courtisans apprennent à se tenir à des distances spécifiques lors des audiences. La solution même à chaque problème crée des problèmes encore plus graves, piégeant ces femmes dans des cycles de toxicité croissante. Ce n'était pas de la vanité, c'était de l'addiction. Le plomb procurait un sentiment temporaire de perfection, un pouvoir fantomatique qui représentait la pureté divine à une époque obsédée par la pâleur. Mais comme toute addiction, une tolérance s'est installée, ce qui a commencé par des applications légères, puis s'est transformé en masques épais. La peau devint de plus en plus abîmée et décolorée. Les reines devinrent prisonnières de leur propre quête de beauté, mourant lentement pour un idéal impossible qui les tuait de l'extérieur. Troisièmement, la grande épidémie de poux. On disait que le roi Jacques Ier d'Angleterre du XVIIe siècle ne se lavait jamais, ce qui provoquait la prolifération des poux dans les pièces qu'il fréquentait. Mais ce n'était pas seulement un problème personnel.
C'était une infestation à l'échelle du palais qui transformait les plus hautes sphères du gouvernement en un cauchemar rampant, où les réunions de pouvoir devenaient des exercices de répit. Lady Anne Clifford écrivit que, lors de sa visite aux appartements du roi, elle et sa famille se sentaient mal en s'asseyant dans la chambre de Sir Thomas Erskine. Imaginez ce moment. Vous êtes un noble de haut rang, vêtu de soie et de bijoux raffinés, et vous assistez à une audience avec le roi. Quelques minutes plus tard, vous ressentez un premier chatouillement révélateur, puis un autre. Bientôt, votre corps entier est infesté de parasites qui ont migré des meubles, des tentures murales, et même du roi lui-même. Les poux n'étaient pas seulement une nuisance. Ils étaient vecteurs de maladies. Le typhus transmis par les poux de corps a tué plus de soldats que la guerre elle-même. Ces minuscules créatures, gorgées de sang royal, transmettaient la peste d'une personne à l'autre, jusqu'aux plus hautes sphères de la société. Chaque poignée de main, chaque salut, chaque conversation intime devenait un vecteur potentiel de transmission de maladies mortelles. James le Bright Hardy portait les mêmes vêtements pendant des mois, dormant même avec. Son chapeau restait sur sa tête 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'il se défasse littéralement. Chaque fibre devenait un terrain fertile pour les parasites. Les appartements royaux devaient ressembler à des décors de films d'horreur. Des recoins sombres infestés d'insectes, des meubles qui bougeaient littéralement sous l'effet de masses de poux, et des grattements incessants qui résonnaient dans les couloirs du pouvoir. La torture psychologique était immense. Imaginez-vous mener des négociations diplomatiques alors que tout votre corps vous démange. Imaginez-vous tenter de préserver votre dignité royale tandis que des parasites vous rongent le cuir chevelu lors des cérémonies d'État. Il ne s'agissait pas seulement de nobles mal à l'aise. C'étaient des êtres humains rendus presque fous par les assauts constants de créatures se nourrissant de leur sang. Les cérémonies de cour devinrent un théâtre grotesque où chacun participait à un déni collectif. Les nobles se tenaient en formation élaborée, s'inclinant et faisant des révérences avec un protocole parfait, tout en s'efforçant désespérément de ne pas se gratter. Le bruissement des robes de soie se mêlait au bruit imperceptible des ongles sur le tissu, tandis que les courtisans livraient des batailles perdues d'avance contre des armées d'insectes. Les coiffures élaborées des femmes devenaient un terrain fertile pour la reproduction. Les cheveux étaient peignés, bouclés, enduits d'un mélange de graisse de bœuf ou de graisse de bœuf, puis saupoudrés de poudre. Et faute de bains et d'hygiène particulièrement soignés, les puces étaient omniprésentes. Certaines femmes élégantes portaient donc de longs bâtons fins munis de griffes pour se gratter la tête. Imaginez la réalité quotidienne. D'imposantes structures capillaires maintenues ensemble par de la graisse animale offraient un environnement chaud et humide, idéal pour la reproduction des insectes. La graisse d'ours et de bœuf attirait tous les parasites à des kilomètres à la ronde, créant des écosystèmes turbulents vivant en permanence dans les coffres royaux. Les femmes portaient des bâtons à gratter ornés, d'élégants instruments en ivoire ou en argent conçus spécialement pour atteindre les cheveux et procurer un soulagement temporaire. Mais le plus terrible, c'est la façon dont cette situation s'est normalisée. L'étiquette de la cour s'est développée autour de la présence constante de parasites. Il existait des manières appropriées de se gratter, des moments appropriés pour utiliser des instruments de grattage et des protocoles élaborés pour gérer la réalité d'une infestation constante. Les personnes les plus puissantes de la Terre vivaient comme des colonies d'insectes ambulants, gardant leur sang-froid tout en se faisant lentement dévorer vivantes. Quatrièmement, l'addiction à la Sarah vénitienne. La tragédie des canons de beauté royaux atteignit son paroxysme avec l'usage répandu de la céruse vénitienne dans les cours européennes. Ce n'était pas du maquillage. C'était un poison à action lente qui transformait les reines en zombies ambulants. Leurs esprits se dégradaient progressivement à mesure que leur routine beauté les tuait de l'extérieur. Le mélange était d'une simplicité trompeuse. De la perle blanche réduite en poudre mélangée à du vinaigre créait une pâte qui, sèche, prenait un fini blanc fantomatique. Mais l'application révélait une véritable horreur. Les femmes nobles ne le portaient pas pour les grandes occasions. Elles le portaient tous les jours, le réappliquant souvent sur des couches non lavées accumulées au fil des semaines. Imaginez la routine matinale d'une reine du XVIe siècle. Elle se réveille avec le visage crevassé et pelliculé de la veille. Des dames d'honneur s'approchent avec des brosses et la pâte blanche familière.
Elles ne nettoient pas la première eau, qui était dangereuse. Au lieu de cela, elles appliquent du poison frais sur l'ancien, créant des masques qui s'alourdissent de jour en jour, atteignant des poids qui provoquent des douleurs cervicales et des maux de tête. Les effets psychologiques sont dévastateurs. L'intoxication au plomb provoque des sautes d'humeur, de la paranoïa et des pertes de mémoire. Les courtisans remarquaient que leur reine devenait de plus en plus capricieuse, sujette à des accès de colère soudains ou à une tristesse inexplicable. Ils attribuaient ces changements au stress lié au pouvoir, sans jamais se rendre compte que leur souveraine perdait peu à peu la raison par vanité. Les effets physiques étaient source d'horreur. Le plomb causait la chute des cheveux, obligeant les femmes à porter des perruques de plus en plus élaborées qui aggravaient encore davantage leur cuir chevelu. Il grisonnait et fronçait la peau, nécessitant des applications toujours plus épaisses pour masquer les dommages. Plus grotesque encore, il pourrissait les dents et provoquait une haleine si fétide que les courtisans apprenaient à respecter les distances de sécurité pour les auditeurs suffisamment proches pour entendre les ordres chuchotés et éviter les souffrances. Le cycle de l'addiction était vicieux. Chaque application procurait une sensation temporaire de perfection, un pouvoir fantomatique symbolisant la pureté divine, mais la tolérance s'installait à mesure que la peau s'abîmait et se décolorait. Ce qui n'était au départ qu'une fine couche de poudre se transforma en masques épais que les femmes tentaient désespérément de dissimuler. Les dommages toxiques s'aggravaient. Elles devinrent prisonnières de leur propre quête de beauté, mourant lentement pour des critères impossibles. Les médecins de la cour reconnaissaient le danger, mais ne parvenaient pas à surmonter les exigences de la mode. Les textes médicaux de l'époque critiquaient les cosmétiques à base de plomb, décrivant des symptômes que nous reconnaissons aujourd'hui comme une intoxication aux métaux lourds. Mais la vanité l'emportait sur la survie. Les reines préféraient mourir belles plutôt que vivre naturellement. Les derniers stades furent horribles. Les femmes atteintes d'intoxication au plomb à un stade avancé développèrent un palais grisâtre caractéristique qu'aucun maquillage ne pouvait masquer. Leurs cheveux tombèrent par touffes. Leurs dents noircirent et tombèrent, et leur haleine devint si fétide que même des mouchoirs très parfumés ne parvinrent pas à masquer la puanteur. Pourtant, elles continuaient d'appliquer du poison frais chaque matin, prisonnières de cycles de toxicité croissante qui aboutissaient inévitablement à une mort lente et atroce. Le plus tragique était la façon dont ces femmes maintenaient leur dignité royale tout en se décomposant vivantes. Elles donnaient des audiences tandis que leurs visages se craquaient et s'écaillaient, signaient des arrêts de mort tout en souffrant d'une paranoïa induite par le plomb, et dirigeaient des nations tout en perdant lentement leurs fonctions cognitives à cause d'un empoisonnement motivé par la vanité. 5. Le masque parfumé. Dans l'atmosphère idyllique des cours royales malpropres, le parfum n'était pas un luxe. C'était une guerre chimique désespérée contre la puanteur de la décomposition humaine. Le plus horrible n'était pas ce qu'ils portaient, mais ce qu'ils cherchaient désespérément à dissimuler sous des couches de fragrance de plus en plus puissantes. À une certaine époque, plus de 10 000 membres de la famille royale, aristocrates, fonctionnaires, domestiques et officiers vivaient à Versailles et dans ses environs. Les femmes remontaient leurs jupes pour uriner debout, tandis que certains hommes urinaient sur le balaste au milieu de la chapelle royale. L'odeur était si envahissante que les courtisans développèrent des cultures entières pour la masquer par des mesures de plus en plus désespérées. Reines et nobles dames portaient en permanence des sachets parfumés collés à leur nez, non pas des accessoires de mode, mais des équipements de survie. Elles portaient des gants parfumés qui laissaient des traînées olfactives marquant leur passage dans les couloirs. Leurs cheveux étaient imprégnés d'huile si forte qu'elles étaient perceptibles de l'autre côté de la pièce. Mais sous cette armure parfumée se cachait la dure réalité de corps sales, de dents pourries et de vêtements oubliés depuis des mois. La reine Élisabeth y était pleinement consciente de l'importance de son image publique, et l'atmosphère de sa cour était imprégnée de fleurs, de musc et d'ambre. Mais ce n'était pas du luxe. C'était une question de survie. L'alternative était de voir les courtisans s'évanouir à cause de la puanteur lors des réunions d'État importantes. Le parfum lui-même constituait souvent une partie du problème. Appliqué sur une peau sale, il se mélangeait aux huiles corporelles et à la sueur pour créer une odeur nouvelle, encore plus nauséabonde. Imaginez l'huile de rose sucrée et écœurante mélangée à de la transpiration vieille de plusieurs mois, ou l'ambre griffant tentant de masquer l'odeur métallique des plaies infectées.
Les cocktails qui en résultaient étaient souvent pires que les problèmes initiaux qu'ils tentaient de résoudre. Les parfumeurs de cour devinrent des stratèges militaires dans toutes les guerres industrielles. Ils développèrent des concoctions de plus en plus puissantes, conçues pour masquer les odeurs humaines plutôt que pour sublimer les senteurs naturelles. Les recettes exigeaient des quantités massives de musc, d'ambre et de civette. Des sécrétions animales si puissantes qu'elles pouvaient être senties à des distances considérables. Il ne s'agissait pas de parfums délicats, mais de véritables masses aromatiques conçues pour mater les odorats et les soumettre. L'impact psychologique était profond. Les nobles devinrent paranoïaques quant à leurs propres odeurs, vérifiant et réappliquant constamment leurs parfums tout au long de la journée. Ils élaborèrent des codes complexes autour des fragrances. Certaines senteurs signalaient des alliances politiques. D'autres indiquaient une disponibilité pour des relations amoureuses. D'autres encore mettaient en garde contre la maladie ou la défaveur. Le plus inquiétant était la façon dont cela créait des hiérarchies de classe fondées sur l'odorat. La possibilité de s'offrir des parfums de plus en plus puissants devint un marqueur de statut social. Les nobles qui ne pouvaient s'offrir les fragrances les plus fortes se retrouvèrent littéralement marginalisés, relégués aux marges des rassemblements où leur armure olfactive inférieure les exposait à l'exil social. Les vêtements féminins devinrent des vecteurs de parfum plutôt qu'une simple mode. Les robes étaient conçues avec des sachets et des compartiments à parfums dissimulés. Les manches contenaient des réservoirs d'huile parfumée qui libéraient leur parfum à chaque geste. Les bijoux étaient évidés pour contenir de la cire parfumée qui fondait lentement sous l'effet de la chaleur corporelle, offrant une couverture aromatique continue. Mais le plus tragique était peut-être la façon dont ce camouflage désespéré empêchait toute solution concrète. Au lieu de s'attaquer aux problèmes d'hygiène, les tribunaux ont tout simplement intensifié la course au parfum. Chaque saison apportait des fragrances plus fortes, conçues pour masquer les odeurs de l'année précédente, créant des cycles d'agression olfactive croissante qui aggravaient les problèmes initiaux tout en n'apportant qu'un soulagement temporaire. L'effet cumulatif était accablant. Pallas se transforma en une soupe épaisse, presque irrespirable, de parfums concurrents mêlés à la décomposition humaine sous-jacente. Les visiteurs signalaient fréquemment des maux de tête, des nausées et des problèmes respiratoires dus à l'exposition à des environnements parfumés concentrés. Pourtant, les courtisans préféraient ces symptômes à la découverte de la réalité de l'hygiène royale. Sixièmement, le préposé aux toilettes. Voici un exemple qui vous donnera la chair de poule et qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, la dignité et la dégradation humaine. Dans l'Angleterre médiévale, l'homme qui veillait à l'hygiène personnelle du roi était considéré comme un homme de la plus haute estime, exerçant une influence dont sénateurs et généraux ne pouvaient que rêver. Avec une chance inouïe, et j'emploie ce terme avec une ironie profonde, le roi d'Angleterre vous nommait valet de chambre du roi, votre tâche consistait à transporter sa boîte de toilette portable et à le nettoyer ensuite. Mais il ne s'agissait pas seulement de nettoyer après les visites royales aux toilettes. Il s'agissait de la fonction la plus intime, la plus dégradante et pourtant la plus puissante politiquement de tout le royaume. Le palefrenier devait manipuler la taille du roi, nettoyer son postérieur sale avec un chiffon rugueux ou à main nue, et s'occuper de ses fonctions corporelles les plus intimes tout en conservant la dignité et le cérémonial requis par le protocole de la cour. Ils devinrent du papier toilette humain pour des hommes qui se croyaient désignés par Dieu lui-même. Imaginez la réalité quotidienne de cette situation sous le règne d'un roi qui se lavait rarement, dont le régime alimentaire consistait en d'énormes quantités de viande qui pourrissaient dans ses intestins et dont le corps était criblé d'infections, de plaies ouvertes et de maladies qui feraient reculer d'horreur un médecin moderne. Vous vous réveillez chaque matin en sachant que dans quelques heures, vous serez agenouillé derrière l'homme le plus puissant d'Angleterre, nettoyant les excréments de parties du corps qui n'ont pas été lavés depuis des mois, respirant un air chargé de l'odeur nauséabonde des selles royales mêlées à des blessures infectées et à de la chair non lavée. Le valet de chambre était au courant des confidences du roi et apprenait souvent de nombreux secrets de cour. Le valet de chambre a fini par accéder à une position d'influence considérable, participant à l'élaboration des politiques au plus haut niveau. Ses fonctions subalternes n'étaient pas stigmatisées. Bien au contraire, ces hommes sont devenus parmi les personnalités les plus influentes du royaume précisément parce qu'ils avaient accès au roi dans ses moments les plus vulnérables et les plus intimes. Imaginez le profil psychologique requis pour ce poste.
vous manipulez les déchets littéraux d'un monarque mal lavé, qui ne s'est peut-être pas lavé depuis des mois, dont les vêtements n'ont pas été changés depuis des semaines, dont le corps est criblé d'infections et de plaies. L'odeur à elle seule aurait été insupportable. Un mélange de matière fécale, de blessures infectées, de chair sale, de vêtements rances et de parfums quelconques utilisés pour masquer l'horreur générale. Pourtant, il faut garder un sang-froid absolu, parler lorsqu'on s'adresse à vous, prodiguer des conseils lorsqu'on vous les demande, et ne jamais manifester de répulsion ou de dégoût. Mais c'est là que cela devient vraiment psychologiquement perturbant. Ces hommes ont développé de véritables liens affectifs avec les rois qu'ils servaient. Ils savaient avant tout quand le monarque était malade, comprenaient ses faiblesses physiques, observaient ses fonctions corporelles avec une précision clinique et utilisaient cette connaissance intime pour obtenir un avantage politique. Ils sont devenus les confessionnaux humains de corps royaux en ruine, les dépositaires de la plupart des aspects dégradants du pouvoir absolu. Le roi menait souvent ses affaires depuis son fauteuil, prenant des décisions qui affectaient des millions de vies, tandis que son épouse s'agenouillait derrière lui avec des chiffons de nettoyage. Des traités étaient signés, des guerres déclarées et des exécutions ordonnées dans des salles imprégnées d'excréments royaux. Les conversations les plus importantes de l'histoire anglaise se déroulaient tandis qu'un homme essuyait le derrière-salle d'un autre. Imaginez la dynamique de pouvoir en jeu. Le roi, malgré son autorité absolue, était totalement vulnérable et dépendant durant ces moments. Le marié tenait littéralement entre ses mains le confort physique et la dignité du roi. Cette connaissance intime des fonctions corporelles royales devint une monnaie d'échange politique permettant d'influencer les politiques, d'accéder à des informations confidentielles et de nouer des alliances avec d'autres personnages influents de la cour. Cette fonction se transmettait souvent de père en fils, créant des dynasties de préposés aux toilettes royales qui accumulaient richesses, biens et influences politiques au fil des générations. Ces familles connaissaient les secrets les plus intimes de la royauté anglaise. Non seulement les secrets politiques, mais aussi les secrets physiques. Elles savaient quels rois souffraient de diarrhée chronique, lesquels souffraient d'hémorroïdes qui saignaient constamment, lesquels hurlaient de douleur à la selle en raison de problèmes médicaux non traités. Le plus troublant était la façon dont cet arrangement normalisait la dégradation totale de la dignité humaine au service du pouvoir. De jeunes hommes rivalisaient pour l'honneur de nettoyer les déchets royaux, car cela représentait le summum de la réussite à la cour. Les parents priaient pour que leur fils soit choisi pour ce privilège. La structure sociale était si perverse que manipuler les excréments d'autrui était devenu un signe de distinction plutôt qu'une marque de dégradation. Les palefreniers développaient des techniques spécialisées pour leur travail, utilisant différents tissus pour différents usages, apprenant à prédire les rythmes corporels du roi et à comprendre quels aliments causaient quel type de troubles digestifs. Ils devinrent experts médicaux par nécessité, souvent les premiers à remarquer les signes d'une maladie. Leurs observations pouvaient influencer le régime alimentaire royal, organiser des réunions importantes autour des habitudes digestives et même influencer la planification de la succession si la santé du roi déclinait. Le fardeau psychologique de ces hommes devait être énorme, bien qu'il ne soit jamais évoqué dans les récits historiques. Ils passaient leur vie au service des aspects les plus dégradants de l'existence humaine, tout en étant tenus de faire preuve de dignité, de discrétion et de loyauté. Ils en savaient plus sur le corps de leur roi que les épouses ou les médecins, mais ne pouvaient jamais parler de ce dont ils étaient témoins. Ils détenaient un immense pouvoir politique, issu de la position la plus impuissante imaginable, agenouillés dans les excréments humains, tandis que le sort des nations se décidait au-dessus de leur tête. Septièmement, l'Inquisition espagnole contre le savon. L'histoire de la reine Isabelle de Castille représente peut-être l'aspect psychologiquement le plus dérangeant de l'hygiène royale. Lorsque l'acceptation délibérée de la saleté devint une forme perverse de dévotion religieuse qui détruisit des civilisations entières et transforma la propreté en crime capital passible de la peine de mort. En Espagne, la doctrine chrétienne considérait le bain comme une pratique corrompue ne pouvant mener qu'à la nudité. Il était considéré comme une forme d'hédonisme et un acte profane. Mais ce n'était pas seulement une question de préférence personnelle. La politique officielle de l'État a transformé l'hygiène en hérésie et fait du savon un instrument du diable. Si les historiens modernes ont largement démenti les affirmations extrêmes selon lesquelles Isabelle ne se serait baignée que 2 fois au cours de sa vie, la persécution avérée des pratiques d'hygiène est réelle,
terrifiante et représente l'une des attaques les plus systématiques de l'histoire contre la santé humaine fondamentale. Imaginez l'architecture psychologique de cette horreur. Vous vivez dans l'Espagne du XVe siècle, où la femme la plus puissante du royaume a déclaré que se laver le corps est un acte de rébellion contre Dieu lui-même. L'Église, soutenue par l'autorité royale, proclame qu'une peau propre est un signe de corruption morale, et que le fait d'éliminer la saleté et la crasse enlève aussi, d'une certaine manière, la grâce divine. Les prêtres prononcent des sermons expliquant comment la souffrance due à la souillure rapproche de la souffrance du Christ sur la croix. Après la conquête de Grenade par les chrétiens, les musulmans d'Espagne ont non seulement dû renoncer à leur religion pour survivre à l'Inquisition, mais aussi renoncer aux bains. Isabelle et Ferdinand ont ordonné la destruction des bains musulmans et l'interdiction formelle de se baigner. Il ne s'agissait pas seulement d'une conversion religieuse. Il s'agissait de la destruction systématique de l'approche de toute une culture en matière de dignité humaine et de santé. Imaginez la torture psychologique que cette politique représentait. Vous êtes un musulman vivant sous domination chrétienne, et soudain, vos ablutions quotidiennes, pierre angulaire de votre foi et de votre hygiène personnelle, deviennent un crime capital. Les inquisiteurs inspectaient les maisons à la recherche de traces de bains. Être surpris en possession de savon, de vêtements propres ou d'installations sanitaires pouvait entraîner la condamnation à mort pour hérésie. Le simple fait de se laver le visage devenait la preuve d'une pratique islamique secrète susceptible de condamner toute une famille. L'Inquisition développa des méthodes sophistiquées pour détecter les bains. Ils ont recherché les maisons qui consommaient trop d'eau, enquêté sur les familles dont les vêtements semblaient trop propres et interrogé les voisins sur les activités de lavage suspectes. Les enfants ont été encouragés à dénoncer les parents qui se lavaient régulièrement. Les domestiques ont été interrogés sur les habitudes d'hygiène de leurs maîtres. Toute la structure sociale devint un réseau de surveillance conçu pour détecter et sanctionner la propreté. Lorsque Colomb mentionna les habitudes de bain quotidiennes des indigènes des Bahamas et des Caraïbes, Isabelle fut horrifiée et ordonna à ses nouveaux sujets de mettre fin immédiatement à cette pratique blasphématoire. Les peuples autochtones des Amériques, propres et en bonne santé, furent contraints d'abandonner leurs pratiques d'hygiène au profit de la saleté européenne, propageant littéralement maladie et mort au nom de la pureté chrétienne. Imaginez ce premier contact. Des conquistadors espagnols, sales depuis des mois et rongés par des maladies inconnues en Amérique, rencontrent des peuples autochtones dont les rituels de bain quotidiens les ont maintenus en bonne santé pendant des siècles. Au lieu de tirer les leçons de ces pratiques d'hygiène supérieures, les Espagnols les ont qualifiés de sataniques et ont systématiquement détruit les infrastructures qui assuraient la propreté dans le Nouveau Monde. L'impact psychologique sur les populations autochtones a été dévastateur. Ils ont vu les maladies européennes décimer leur population, tout en se voyant interdire les rituels de propreté qui les avaient protégés pendant des générations. Les parents ont vu leurs enfants mourir de maladies qui auraient pu être évitées par un simple lavage. Tandis que les prêtres espagnols expliquaient que souffrir dans la saleté était la volonté de Dieu. Les Espagnols ont instauré des lois sur la pureté du sang, qui s'étendaient aux pratiques d'hygiène. Les familles devaient prouver non seulement leur ascendance chrétienne, mais aussi leur impureté. Les registres généalogiques incluaient des informations sur les habitudes de bain entre les générations. Descendre de personnes se baignant régulièrement pouvait disqualifier l'accès à certains postes aux rangs sociaux. La propreté devint une preuve raciale pouvant justifier la persécution, l'esclavage ou l'exécution. Plus horrible encore, les Espagnols exportèrent cette idéologie anti-hygiène à travers leur empire. Des Philippines au Mexique, du Pérou aux Caraïbes, les administrateurs coloniaux détruisirent systématiquement les pratiques de bain locales et les remplacèrent par des saletés européennes. Les anciens aqueducs furent abandonnés, les bains publics démolis et les rituels de purification traditionnels interdits sous peine de mort. Les conséquences médicales furent catastrophiques. Les maladies jusque-là contrôlées par les pratiques d'hygiène traditionnelles explosèrent sur les territoires espagnols. Le typhus, la dissidence et les infections cutanées devinrent endémiques dans des populations jusque-là en bonne santé. Les Espagnols ont involontairement déclenché une guerre biologique à grande échelle, utilisant la saleté comme arme contre leurs propres sujets. Le cadre psychologique qui sous-tendait cette horreur était profondément ancré dans la théologie chrétienne de l'époque. La propreté était associée à la vanité, qui était un péché.
La souffrance physique était perçue comme une purification spirituelle. Plus on souffrait dans la chair, plus on était purifié dans l'esprit. Cela a créé une structure incitative perverse où se rendre volontairement malade devenait une preuve de dévotion religieuse. Les cours royales espagnoles sont devenues des vitrines de la souffrance compétitive. Les nobles rivalisaient pour savoir qui pouvait rester le plus longtemps sans se laver, qui pouvait supporter les odeurs corporelles les plus intenses, qui pouvait développer le plus grand nombre de maladies de peau et d'infections parasitaires. Ce qui avait débuté comme une politique religieuse devint une compétition sociale fondée sur l'automutilation délibérée. Les conséquences à long terme s'étendirent bien au-delà de l'Espagne. La colonisation européenne devint synonyme de destruction des infrastructures d'hygiène dans le monde entier. Les savoirs traditionnels sur les bains médicinaux, les lavages thérapeutiques et la propreté préventive furent systématiquement supprimés et perdus. Des civilisations entières, qui avaient développé une compréhension sophistiquée de l'hygiène, ont été contraintes d'abandonner des pratiques qui les avaient maintenues en bonne santé pendant des millénaires. Le plus tragique est peut-être que cela a représenté l'un des plus grands reculs du progrès humain de l'histoire. Alors que la civilisation islamique, les cultures asiatiques et les peuples autochtones du monde entier avaient développé des approches de plus en plus sophistiquées de l'hygiène et de la santé publique, le christianisme européen évoluait dans la direction opposée, créant des cadres idéologiques qui transformaient la propreté en péché et la souffrance en vertu. Huitièmement, la tromperie du bain de lait. Imaginez cette scène de une charité grotesque et mensongère qui révèle la psychologie perverse du privilège royal. La comtesse Platon de Hanovre gît immergée dans une baignoire remplie de lait chaud. Son corps est rongé par ce que les archives historiques décrivent comme une maladie pénible, très certainement la syphilis ou une autre maladie vénérienne qui ravageait la noblesse européenne, telle une plaie divine punissant ses excès sexuels. Mais ce n'est pas une scène de luxe ou de complaisance. C'est une femme si malade que sa peau est couverte de plaies ouvertes. Son corps est rongé par une infection qui a probablement rongé des parties de son nez et laissé son haleine empestée par la chair putride. Le bain de lait n'est pas un soin de beauté. Il s'agit d'une tentative désespérée pour apaiser une peau qui semble brûler de l'intérieur et soulager temporairement l'agonie constante d'une maladie vénérienne avancée. Souffrant d'une terrible maladie, le comte Plaine-Hanové prenait des bains de lait, puis donnait généreusement le lait contaminé aux plus démunis. La cruauté psychologique de cet acte est stupéfiante et révèle un mépris inhumain pour la vie humaine qui défie l'entendement moderne. Il s'agissait d'une femme si malade que sa seule présence pouvait contaminer d'autres personnes. Et elle a choisi de se tremper dans du lait, puis de distribuer ce même liquide contaminé à des paysans affamés, par prétendue charité chrétienne. Imaginez une famille pauvre recevant ce don généreux. Vous mourrez de faim, vos enfants sont mal nourris, l'hiver approche et la nourriture se fait rare. Puis arrive un serviteur de la noble maison, porteur de ce qui semble être un cadeau du ciel, du lait frais qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour votre famille. Vous l'acceptez avec gratitude, peut-être même en récitant des prières de remerciement pour la générosité de la comtesse. Vous n'avez aucun moyen de savoir que ce lait a été contaminé par les fluides corporels d'une femme mourante d'une maladie vénérienne. Vous ne pouvez pas voir les organismes microscopiques qui nagent maintenant dans le liquide que vous vous apprêtez à donner à vos enfants. Vous ne comprenez pas que cette œuvre caritative est en réalité un vecteur de propagation de l'infection du palais aux quartiers les plus pauvres de la ville. Que la générosité de votre bienfaiteur est en réalité une condamnation à mort déguisée en bonté. La comtesse elle-même croyait probablement accomplir un devoir chrétien. Dans son esprit malade, obscurci par les effets psychologiques d'une syphilis avancée. Elle partageait son abondance avec les nécessiteux. Le fait que son abondance fût littéralement contaminée par ses propres fluides corporels infectés semblait sans rapport avec le calcul moral de l'époque. Elle possédait plus que nécessaire. Les pauvres avaient moins que nécessaire. Par conséquent, partager était vertueux, quelles qu'en soient les conséquences. Cela révèle le profond décalage psychologique entre noblesse et humanité commune qui caractérisait les cours royales. La comtesse vivait dans un monde où son confort et sa commodité étaient primordiaux, où ses besoins physiques primaient sur la vie de centaines de familles pauvres. L'hypothèse selon laquelle ses habitudes de bain pourraient tuer des innocents n'était tout simplement pas moralement pertinente. Ces personnes étant pauvres,
Leur vie avait peu de valeur comparée au soulagement temporaire qu'elle apportait à sa maladie. Mais il ne s'agissait pas d'un incident isolé de cruauté individuelle. Il s'agissait d'un problème systémique qui rongeait les cours royales de toute l'Europe. La transmission accidentelle de maladies par de riches nobles infectés aux populations qu'ils gouvernaient. Des actes de générosité similaires semèrent la mort sur tout le continent. Nourriture préparée par des cuisiniers royaux malades. Vêtements transmis par des nobles infectés. Vin de communion partagé par des membres du clergé souffrant de diverses maladies. Même les contacts sexuels entre des nobles malades et des serviteurs incapables de refuser les avances royales. Les cours royales devinrent par inadvertance des foyers de guerre biologique, propageant des maladies par tous les aspects de leurs interactions avec le peuple. Célébration de mariage où des nobles malades partageaient nourriture et boissons avec des centaines d'invités. Cérémonies religieuses où des prêtres infectés manipulaient des éléments de communion touchés par d'innombrables lèvres. Des apparitions publiques où des membres de la famille royale malade arrosaient les foules d'objets bénis, propageant ainsi l'infection du palais à la campagne. L'impact psychologique sur les bénéficiaires de ces dons fut dévastateur lorsqu'ils découvrirent la vérité. Les familles qui avaient loué la générosité de la comtesse alors que leurs enfants mouraient de maladies contractées par son lait furent confrontées à la terrible constatation que leur bienfaitrice avait tué leurs proches par gentillesse. L'acte même qu'ils célébraient comme une preuve de noblesse était en réalité un meurtre déguisé en charité. Le plus troublant était de voir ce schéma se répéter de génération en génération sans que personne n'en tire les conséquences. Des archives judiciaires font état d'incidents similaires impliquant d'autres nobles qui donnèrent de la nourriture contaminée, des vêtements infectés et du bétail malade à des communautés pauvres. Les nobles semblaient incapables de comprendre que leur maladie pouvait affecter les autres. Ou peut-être ne se souciaient-ils tout simplement pas suffisamment du peuple pour envisager les conséquences de leurs actes. L'ignorance médicale de l'époque contribua à ces horreurs, mais la cécité volontaire joua un rôle tout aussi important. Certains médecins de la cour comprenaient suffisamment bien la transmission des maladies pour déconseiller de telles pratiques. Mais leurs avertissements étaient ignorés lorsqu'ils étaient en conflit avec la noblesse ou la vanité. Le désir de paraître charitable l'emportait sur les préoccupations de santé publique, même lorsque les conséquences se traduisaient par des décès massifs parmi les populations vulnérables. Cela représentait la corruption ultime de la charité chrétienne, transformant les actes de générosité en instruments de mort, les pulsions vertueuses en vecteurs de guerre biologique. La comtesse est probablement morte en croyant avoir mené une vie charitable et généreuse, sans jamais comprendre que sa bonté avait tué plus de personnes que la cruauté délibérée n'aurait pu en accomplir. 9.